Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Instant Phileas. Avec l'élection présidentielle de 2017 en France, on a pu constater que l'écologie constituait désormais un domaine sur lequel se prononçaient les partis politiques de tous bords. Mais si la protection de l'environnement est devenue d'un commun accord un enjeu de société, seule la gauche semble l'avoir placé au centre de sa politique. La première fois que nous voyons cela, c'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Un homme qui se noie s'attachera à une paille, disait Samuel Richardson, romancier anglais. Dans une transposition virevoltante, l'homme désespéré s'accrochant à une bride d'espoir serait-il alors assimilable à la gauche? Une gauche des temps modernes qui s'accrocherait à une paille, l'écologie, en espérant qu'elle se transforme en tronc. C'est donc de cela que nous parlerons aujourd'hui, de ce rapport entre amour intéressé et idylle incompris, entre ce qu'on appelle la gauche et l'écologie. Le rapport entre la gauche et l'écologie, désormais indiscutable, ne fut pas de tout temps acquis. Il suffit de regarder l'un des régimes les plus à gauche ayant existé pour s'en rendre compte. Le soviétisme stalinien, dans ses rêves de puissance économique et industrielle, traita l'environnement avec un mépris n'étant pas sans rappeler son dédain des droits de l'homme. En effet, dès 1928-1929, on évoquait les origines bourgeoises des quelques écologistes primitifs afin d'affaiblir leur position politique. Le plan quinquennal, qui prévoyait 550 000 prises pour 1 million de phoques, l'objectif d'augmenter de 60% l'exploitation des forêts, ou encore la Pravda, qui publia un texte accusant les écologistes de vouloir sauver la nature du plan quinquennal, en sont des illustrations très claires. À la grande époque des internationales, l'environnement représentait, aussi bien pour les libéraux que pour les socialistes, une vaste réserve de ressources et de territoires à exploiter en sous-sol comme sur terre. Pour la gauche, l'exploitation des ressources permettait richesse et prospérité, nécessaires pour mettre fin à la lutte des classes. Comme le disait Jaurès, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté du travail, la liberté d'exploiter la terre ou les mines. Cependant, le rejet progressif du communisme à la suite du printemps de Prague, l'échec de la politique d'économie socialiste de 1986 et l'effondrement du monde ouvrier ont mené à la perte d'une vraie valeur fédératrice de la gauche. La lutte des classes était morte, il fallait en trouver une autre. Les riches seront toujours riches, les travailleurs seront toujours des travailleurs, et il n'y aura certainement pas de bonne surprise pour eux au lendemain du 8 mai. Quant à messieurs Barre, Chirac et Mitterrand, elle les rejette toujours dans la même critique. Qu'en savent-ils, ces gens-là, de ce que cela veut dire de vivre avec 4 000 ou 5 000 francs par mois? De plus, les 60s, qui virent l'essor de la société de consommation, furent également accompagnés de catastrophes environnementales d'un genre nouveau, avec la succession des marées noires. Ces catastrophes ont mis en avant l'ampleur de l'enjeu que représente la préservation de l'environnement, si bien que l'écologie est devenue matrice. Dès lors, chacun, à gauche du moins, fut d'accord pour considérer que pour envisager un monde plus juste, encore faut-il qu'il y ait un monde. La transformation de l'impératif catégorique kantien, selon l'idée que l'action doit être guidée par la volonté de l'ériger en loi universelle, en impératif d'existence jonassien, prônant une interdiction de sacrifier l'humanité, apparut rapidement comme une justification suffisante pour ériger l'écologie comme lutte universelle au nom des peuples. De plus, on s'aperçut rapidement que l'impératif environnemental exigeait une réorganisation totale de l'économie basée sur l'idée de partage, faisant de l'écologie et du social de thèmes indissociables, si bien que Thomas Legrand dira « Le nouveau ciment d'une nouvelle gauche est là ». Cependant, un problème apparaît assez vite quant à ce raisonnement. L'écologie apparaît comme nécessité électorale et non réalité idéologique. Ce que certains appellent écologie des pandas, ou l'idée d'écologie consensuelle,
tout en questionnant le fait de savoir qui pourrait bien souhaiter la destruction de la planète, nous amène à une distinction majeure de cet exposé, sinon le point le plus important, celui de différencier l'écologie et l'environnementalisme. En effet, le slogan « Il faut sauver la nature » ne vient pas de l'écologie. C'est un slogan environnementaliste, dérivant de l'idée qu'il faut sauver le monde naturel. Au contraire, formé des mots grecs oikos, la maison, et logos, la science, le néologisme écologie, né en 1866 sous la plume du philosophe et biologiste allemand Ernst Haeckel, appelle à une science de la maison. Il s'agit avant tout de comprendre et donc de mieux préserver notre lieu de vie. L'idée n'est plus de sauver la nature, à comprendre comme ce qui existe sans l'homme, mais bien de sauver l'oikos, notre maison qui brûle, comme l'a dit le président Chirac. Les mesures environnementalistes les plus médiatisées ne visent pas à changer radicalement la société ni son modèle économique, mais à les orienter dans une direction légèrement différente, plus respectueuse de l'environnement, à un verdissement du système capitaliste et néolibéral dans un objectif de communication. Puisqu'il est ici question de médiatisation, observons un cas particulièrement médiatisé, le cas Nicolas Hulot. En effet, l'ancien présentateur d'Ushuaïa fut choisi par le président Macron en grande partie du fait de son ampleur médiatique et de son souci de préservation de la nature. Le présentateur incarnait en effet une belle vision, celle d'un monde préservé, n'ayant pas subi les affres causées par l'homme. Cependant, après sa propre transition d'environnementaliste à écologiste au début des années 2000, Nicolas Hulot devient alors le partisan d'une société de sobriété. Cependant, il comprend au bout d'un an de service l'inertie et le manque de motivation de l'action gouvernementale et l'inaction de la promesse écologique de façade et décide donc de démissionner. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Mais alors il se pose une question de taille. Est-ce renier la science d'associer l'écologie à un courant ? En posant l'écologie comme un enjeu majeur, la thématique devient une stratégie électorale, qu'on soit en sa faveur, comme Macron ou Alexandria Ocasio-Cortez et son Green New Deal, ou alors contre elle, comme c'est le cas de Trump, Bolsonaro ou Poutine. Cependant, en faisant de l'écologie une stratégie, on finit par se priver d'une marge d'action. À l'image de Louis-Philippe et de sa vague libérale qui se transforme vers la fin des années 1830 en une monarchie de plus en plus autoritaire, la stratégie électorale n'amène pas nécessairement l'action. D'ailleurs, les études ne montrent aucune action décisive, à l'exception de grands discours. Les rapports sont de plus en plus alarmistes et désormais, un changement, ou du moins une réformation en profondeur du système, semble s'imposer, car la société court à la catastrophe. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Le changement de système constitue un programme récurrent, peu importe le pays, depuis les Lumières. Or, on constate que les plus fervents défenseurs d'un changement de système sont principalement les jeunes et les révolutionnaires, ceux qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas se faire une place dans le jeu partisan. Le changement de système ne peut pas être promu par ceux qu'on qualifie de conservateurs, qui sont par définition opposés au progressisme. Cependant, à l'image des manifestations des Gilets jaunes, un mouvement qui se structure mal n'agit pas efficacement, voire pas du tout. Une révolution, même écologique, ne se gagne jamais par les urnes. En effet, personne ne veut remettre en cause sa liberté, c'est-à-dire, selon Benjamin Constant, sa propriété, pour le bien commun. Mais dans un monde qui n'a plus rien de révolutionnaire, l'écologie arrivera-t-elle, après une première remise en cause du régime actuel de l'Occident, à le changer ? En tout cas, comme on a pu le voir avec la multiplication des marches, des tribunes, des mouvements altermondialistes, des groupes de réflexion écologistes, l'écologie a permis à la jeunesse et à la gauche de retrouver un esprit de révolte, un grand soir écologiste. Mais alors la question est la même qu'au XIXe siècle.
Notre société est-elle prête à accepter une modification radicale de son fonctionnement ? Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. Nous espérons que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à nous faire votre retour sur nos réseaux sociaux.